Bonjour à tous, salam alaikum. Alors, une petite vidéo pour vous parler des mamans, puisque j'avais fait une vidéo un peu coup de gueule où je disais voilà que les mamans, souvent, surtout dans la culture arabe, mais pas seulement, hein, même dans la culture occidentale, on montre des mamans où les mamans se disent « je ne dois pas me plaindre devant mon enfant », par exemple. Quand on dit à la femme de se taire vis-à-vis de son mari, par exemple, quand elles ne vont pas bien, j'ai vu une vidéo où une femme africaine dit à sa fille, si tu veux garder ton mari, tu te tais, tu te plains pas, tu acceptes. Voilà, comme ça tu resteras mariée. Je trouve ça plus que désolant, parce que ça veut dire que la personne de la femme, d'accord, dans sa personnalité, dans son individualité, n'a pas à exister dans le couple. On nie la part existentielle de la femme au bénéfice de la survie du couple. Donc là, il y a un grand problème et un grand nettoyage de conscience à faire, je vous le dis, d'accord, parce que c'est juste pas possible de voir les choses comme ça. Un homme qui ne connaît pas sa femme, qui n'apprend pas ce qu'elle est, comment elle fonctionne, ses besoins, ses désirs, ils ne font pas couple. D'accord? Ils ne sont pas en couple, ces deux personnes. Ils fondent peut-être un foyer, mais qui n'est pas chaleureux, qui n'est pas chaud, qui n'est pas rassurant, qui n'est pas paisible, puisque l'un des partenaires du couple, tout ce qu'elle va ressentir, elle va le taire. Pour sauvegarder une image, une protection familiale, au détriment de ce qu'elle est, ou au détriment de ce qui l'inspire. Voilà. Donc, parce que on se dit que oui, bon, la femme, peut-être, elle a des besoins trop compliqués, elle change trop d'avis. En réalité, je crois que parce qu'il y a eu une cultivation et une culture d'un déni de l'existence de l'âme féminine, hein, j'ai l'impression, enfin il me semble, hein, même dans la culture littéraire. Bon, c'est quand même impressionnant. Impressionnant, et je pense que c'est inscrit dans la mémoire génétique masculine, quoi, vraiment, vraiment. Et que la femme n'a pas d'autre choix que de capituler. Voilà, on capitule, tout simplement. Ce qui est inquiétant, c'est que si vous voulez, on est quand même en 2020, ok, et que on va être presque en capacité d'accepter des schémas familiaux complexes, d'accord. Je pense par exemple aux couples homosexuels avec enfants ou couple transgenre, etc. Là, on n'est pas dans le schéma du couple simple, on est dans un, je pense, hein, je me permets de penser, pardon si ça offense, je veux pas offenser, c'est pas mon intention, dans une forme de schéma plus complexe, d'accord. Et j'ai envie de dire, si à un moment donné on maîtrise pas le simple pour passer au complexe, je sais pas où on va. D'accord? Parce que le simple, le schéma du couple simple n'est déjà pas très maîtrisé. Pour beaucoup d'entre nous. Hein, pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que aujourd'hui, je vois beaucoup de vidéos que, effectivement, se mettre en couple ou réussir son couple en 2023, c'est le cauchemar. C'est le parcours du combattant. C'est Cube, quoi. C'est le film Cube. Voilà. Donc, ça fait juste flipper. Et en réalité, pourquoi? Parce qu'on méconnaît l'autre, parce qu'on se méconnaît soi-même, parce qu'on est aussi souvent dans le déni de ses désirs, parce qu'on ne se bat pas pour ce que l'on est, pour ce que l'on aime, et parce que le jeu est difficile en fait. Le jeu est difficile, le jeu est compliqué, il faut peut-être affronter la famille, la culture sociale, la culture communautaire, la culture religieuse. Je parle bien de culture religieuse et pas de religion en soi, d'accord?
Et ensuite de ça, l'aspect sociologique qui fait que dans tous les cas, on aime s'identifier à un groupe, on aime ne pas être seul, parce qu'en réalité, quand on va se battre pour ses propres valeurs, déjà encore faut-il qu'on ait eu la possibilité de connaître ses valeurs, parce que la majorité d'entre nous se jettent dans la vie sans construire ses valeurs ou sans même avoir conscience de ses propres valeurs. C'est pour ça qu'on s'associe souvent avec des groupes parce qu'ils sont là à un moment donné, parce que c'est ce qu'on rencontre, mais c'est notre inconscient en fait qui se relie à ce groupe parce qu'on se dit inconsciemment, oui, ce groupe correspond à des valeurs que j'ai. Sauf que quand on déconstruit ou quand on construit en fait son schéma de valeurs et qu'on réfléchit dans secondes, on se dit mais en fait ce groupe ne correspond pas réellement aux valeurs que j'ai envie de défendre ou ne correspond pas aux valeurs qui me font du bien, qui feraient que je m'épanouirais, qui feraient que je serais peut-être plus en cohérence avec moi-même, mieux dans mes baskets, que je saurais un peu plus où je vais, etc. La liste est longue, d'accord ? Donc, à un moment donné, si on veut être sincère avec les autres, ou qu'on se définit comme quelqu'un d'authentique et sincère, première chose, il faut l'être envers soi-même. Est-ce que je suis sincère avec moi-même ? Est-ce que je suis authentique avec moi-même ? Est-ce que j'ai grandi dans une famille qui se veut construire des relations sincères au sein même de la famille ? Est-ce que je suis quelqu'un qui a des relations avec les amis ou même l'entourage familial, donc cousin, cousine, tante, etc., qui est fiable, qui est serein pour moi, ou est-ce que je suis dans un environnement plutôt inquiétant ou qui me rassure pas, où je me sens même parfois en danger? Ça, c'est beaucoup d'entre nous peuvent le connaître aussi. Et il y a ce schéma où le schéma, on va dire, il n'y a pas si longtemps, c'est de dire, on sort du schéma du couple des années 50 où c'est l'homme qui définit la femme, d'accord ? Puisque c'est la femme n'existe pas sans son mari. À partir des années 60, 70, ça y est, la femme existe sans son mari, elle peut se marier, travailler. Après, dans les années 80, c'était divorcer, surtout, d'accord. Les schémas de famille monoparentale féminine ont explosé dans les années 80. Pour se dire, j'ai pas besoin d'un homme pour vivre, d'accord. Et puis, finalement, pris dans cet étau, dans ce mensonge, beaucoup de femmes qui ont cru à ce mensonge, en fait, que la femme n'a pas besoin d'homme pour vivre, a quand même souffert de solitude, a quand même souffert de maltraitance aussi du monde, d'accord, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour la protéger, ok, ou qui a subi, on va dire, l'indifférence masculine, parce que, une femme seule avec un enfant, il n'y a pas tout le monde qui la veut, voilà, et puis les stress financiers, etc. Donc on a quitté un schéma, entre guillemets, où la femme est dans une sécurité, parce qu'en plus les hommes ils gagnaient mieux à l'époque où la femme ne travaillait pas. Donc on est dans une sécurité, mais on dépend du mari qui dit, écoute, tu veux aller chez le coiffeur, etc. Quelque part, il y avait cette position occidentale aussi de l'homme qui était humiliante pour la femme, dans le sens où elle doit quémander, après tout l'entretien qu'elle fait à la maison, l'entretien des enfants, l'éducation, enfin tout ce qui s'ensuit, elle doit quémander de l'argent à son mari pour qu'elle puisse aller chez la coiffeuse, pour se taper un petit plaisir, quoi, voilà. Donc ça aussi c'est une humiliation, je trouve, parce qu'on est un couple, on est une équipe, on est un partenaire, et que si le mari ne fait pas sentir ça à sa femme, mais il la dévalorise en fait. Et quelqu'un qui ne se sent pas valorisé par son partenaire, et en tout cas qui n'est pas dévalorisé déjà, sans pour autant être valorisé, mais déjà ne pas être dévalorisé, c'est le premier point de respect et de bienveillance envers la personne qui partage notre vie 24/24, qui lave nos caleçons, d'accord ? À un moment donné, on a le cœur brisé. On a le cœur brisé, on se dit la personne pour qui j'investis ma vie, mon affection, mon énergie, ne me regarde pas à ma juste valeur, ne me donne pas du mérite,
ne m'accorde pas d'attention, et c'est déjà la première erreur humanitaire, je dirais, parce que là on arrive à un niveau de crise humanitaire en termes d'affection, hein, je veux dire vraiment. Donc voilà, c'est vraiment un handicap. Voilà, moi je pense que là on arrive à un point d'handicap émotionnel qui est touché par presque les 3/4 de la population, j'ai envie de dire. Il y a un déni de la nature de la femme complètement. Et c'est pour ça que je veux dire, on n'a même pas à s'étonner de voir ce qui est fait sur les enfants. Parce que quand déjà on a le déni d'un adulte, femme, qui est plutôt désirable, avec qui on a des relations sexuelles, etc., on se dit, si à ce niveau-là, il y a un déni et une empathie et un manque de compassion criant, on se dit, oui, effectivement, un enfant, c'est de la gnognotte, quoi. C'est pas que ça existe pas, c'est que c'est un puceron, quoi, le gamin. Hein, on en fait ce qu'on veut, on le prend, on le jette, on le tue, peu importe, hein, on s'en balance. Donc là, il y a un gros souci social, hein, vraiment, humanitaire, je dirais. Et que la première chose, le premier devoir de la femme, qu'elle soit occidentale ou pas, parce que ça, je l'ai vu chez toutes les femmes que j'ai pu croiser sur mon parcours, sur mon chemin, arrêtez d'encaisser les coups de vos maris, d'accord? Et par fierté, ne surtout pas vous plaindre auprès de vos fils. C'est la pire chose et la pire erreur que les femmes ont faite depuis des siècles, en fait. Parce que si vous voulez faire des hommes qui soient pas comme vos maris, qui soient pas comme vos pères, eh ben, à un moment donné, faut pas faire la même chose que ce que vous faites avec le père qui vous dit, écoute, t'es ma fille, tu fermes ta bouche. L'autre, le mari, qui dit, bon, écoute, t'es une femme, tu fermes ta bouche. Si en plus vous montrez au fils, bah oui, ils ont raison, je ferme ma bouche. Le fils, il se construit comment? Ils se disent, bon, bah, la femme, il faut qu'elle ferme sa bouche, quoi. D'accord? Donc, à un moment donné, non. Non, 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 en fait. En tant que maman, vous avez le droit, et je dirais le devoir, pour toutes vos futures belles-filles, pour toutes vos futures petites filles, d'accord, de parler à vos fils. Si vous ne pouvez pas le faire à votre mari, parlez à vos fils de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez ressentir, quand ils sont assez matures pour le faire, mais qu'ils soient au courant de, parfois, pour certaines, pas toutes, l'enfer intérieur que vous vivez. Parce qu'il faut que les hommes, pour qu'ils prennent conscience de la douleur des femmes et de ce qu'elles encaissent, soient parlés, soient discutés. Si vous ne le faites pas, on n'a pas à se plaindre en fait. Parce qu'on ne signale pas, on ne sonne pas l'alarme. Ok ? Et à un moment donné, Dieu, il veut quoi? Il veut qu'on parle. Si tu veux que ça change, communique, parle, dis-moi. Dis-moi-le. Il va rien se passer en fait de parler, à part soulager le cœur. Mais le fait de parler, déjà Dieu il entend ce que vous dites, il est témoin. Il est témoin de ce que vous dites, d'accord? C'est pas d'autres trucs qui vous écoutent en fait, c'est Dieu en fait en première instance qui vous écoute. Si vous avez foi en lui, vous devez penser à ça. Il n'y a personne d'autre qui va vous écouter quand vous allez ouvrir votre bouche que Dieu. Et en plus, il va regarder le courage avec lequel vous allez ouvrir votre bouche. Parce que Dieu, il aime le courage. Sachez que la peur fait partie des anciens péchés capitaux. Saint Thomas d'Aquin, il en a décrit 7, mais il y en avait plus avant. C'est lui qui a rétréci la liste des péchés capitaux. Et la peur en fait partie. Donc ça veut dire qu'avoir du courage pour Dieu, c'est hautement une récompense. Une possibilité d'être récompensé en fait. Voilà. Et qu'en dernière instance, j'aime bien qu'on dise t'as trop la boco, tu parles trop, nanani, nanana.
Donc il y a des choses, c'est sûr qu'il faut taire, mais il y a des choses, faut l'ouvrir. Donc ça, encore des femmes qui se transmettent ce message aux filles. Quand vous vous mariez, tu ne te plains pas, tu te tais, tu vas garder ton mari. Stop. Apprenez à vos fils à écouter les femmes. Et en tant que mère, vous êtes la première personne qui va vous écouter parce qu'il est dans l'obligation de vous respecter. Parce que vous êtes la maman. Et que si la maman n'explique pas le fonctionnement d'une femme, n'explique pas ce qu'elle endure, la douleur, il ne la connaîtra jamais, il n'en prendra jamais conscience. Donc on est nous-mêmes nos propres actrices, on est nous-mêmes nos propres actrices de nos propres malheurs en fait. Voilà. Tu vis quelque chose de difficile, eh ben je peux pas le deviner. D'accord? Je ne vais pas le deviner parce que je suis aussi centrée sur moi en fait. Donc parle, ouvre ta bouche. Tu vis quelque chose de dur? Parle, ouvre ta bouche. Il t'est arrivé quelque chose? Parle, ouvre ta bouche. Tu souffres? Parle, ouvre ta bouche. Il y a des maris aussi qui souffrent de ça avec leurs femmes. D'un coup, la femme, elle devient désagréable. Ou elles veulent plus avoir de relations sexuelles avec eux. D'accord? Ou ils s'ignorent, ils deviennent dans l'indifférence comme deux étrangers dans la maison. Pourquoi? Parce que la femme se dit, je ne peux pas parler à mon mari, sinon je vais le perdre. Parce qu'elle a cette culture-là, mais peut-être que le mari, en réalité, s'ils se connaissaient l'un l'autre, qui discutaient, eh ben le mari, il lui dirait, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu me l'as pas dit? On en est arrivé là alors que tu aurais pu me parler plus tôt. Ça arrive, ça aussi, dans des couples où le mari vit dans une culture comme ça, mais lui, il devine pas. Sa mère ne parlait pas, donc sa femme ne parle pas, c'est normal. Il se dit pas pour autant qu'il y a un problème. Et pour autant, il y a un problème. Mais la femme, dans sa culture, on lui a dit non, tais-toi s'il y a un problème. Donc, on ne cultive pas l'amour sur terre. L'amour n'est pas cultivé. Par contre, la culture du viol, la culture de la peur, la culture du meurtre, la culture de la guerre, la culture de tout ce qui est négatif, hein, de la sorcellerie, de la culture du satanisme. Alors là, ça se déploie. Hein. Voilà, ça se déploie. Par contre, la culture de l'amour, ah non, l'amour, ça n'existe pas. Les contes de fées, ça n'existe pas. C'est que dans les livres. Ben, faites le bien déjà. Faites le bien vous-même toujours, à chaque minute de votre vie, à chaque jour de votre vie. Faites le bien. Si tout le monde se met à faire le bien les uns pour les autres, vous allez voir que l'amour ça existe. Vous allez voir que les contes de fées ça existe. Vous allez voir que, putain, le bonheur ça existe en fait. C'est juste que les gens choisissent d'être méchants. Voilà. Et donc on nous vend une image que le méchant c'est plus sympa, c'est mieux parce que de toute façon les super-héros c'est de la merde. Ça n'existe pas. D'accord? Donc les mamans, votre responsabilité, c'est d'éduquer vos enfants à vos émotions en tant que femmes. Première des choses. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à connaître ce que c'est la femme. Ok? Vous êtes la première femme de leur vie. Et dans toutes les cultures, il y a beaucoup de respect pour la maman. Mais si vous partez du principe qu'il faut se taire même avec le fils, ça va pas. Ça ne va pas. Et vous êtes responsable encore du malheur des femmes, vous, en tant que femme. Et les maris doivent apprendre à connaître leurs femmes. Mon Dieu. Je veux dire quand même, c'est pas possible que les Arabes aient autant une mauvaise image dans le monde. Ils ont une culture ancestrale d'être de très bons amoureux, d'être des gens très poétiques en amour. Sauf que vous avez tout perdu, en fait. Vous avez tout perdu pour beaucoup. Voilà. Notamment grâce à l'islam. Oh, à partir du... C'est dingue, ça. C'est dingue. Donc là, vous avez une mauvaise image dans le monde, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui se convertissent à l'islam parce que, justement, elles sentent qu'il peut y avoir quelque chose de très beau dans ce couple musulman qui se préserve, où la femme ne se montre pas, se préserve pour son mari, ne partage pas son quotidien avec tout le monde, ne fait rentrer qu'un petit cercle de personnes dans sa vie, etc. pour préserver sa famille, ok? Ben voilà, je veux dire, à un moment donné, on sent bien, c'est pas parce qu'on est des femmes françaises qui se convertissent à l'islam qu'on est débiles.
C'est juste qu'on sent qu'on a juste senti que le modèle occidental arrivait à son terme, en fait, enfin, arrivait à son apogée dans la connerie. Donc, nous, on croit encore au vrai amour, c'est-à-dire... comment on appelle ça au vrai amour, fidèle, sérieux, etc. Alors oui, il y a la polygamie qui existe, mais au moins c'est clair. Au moins c'est acté, quoi. C'est pas les occidentales qui se disent ouais, il y a la polygamie et qu'elles acceptent que leur mec aille voir 50 femmes dans l'année. Ou alors elles acceptent qu'ils passent leur vie sur internet. Enfin je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière des pots de saucisson, quoi. Hein, la femme occidentale, soi-disant elle a tout compris, sa libération, sa liberté. Je suis désolée, avec tous les viols qu'elle se tape, elle est pas si libre que ça. Enfin, non, elle est pas si libre que ça. Moi, je préfère être à la maison chez moi tranquille et pas me faire violer sur tous mes lieux où je travaille, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi cette histoire, hein? C'est quoi cette histoire, hein? Voilà, ben je vais chercher mon pognon. Ah, bah écoute, moi je veux bien laisser aller le mari le faire, quoi. Surtout que en islam, ce que dit la législation islamique, c'est que c'est la femme qui prend le salaire de l'homme, hein. C'est pas l'homme qui garde le salaire pour soi et que c'est la femme qui commande. C'est l'homme, il va chercher le salaire dehors, il rend l'argent à la femme et la femme, elle lui dit tiens voilà, va acheter ça, on a besoin de ça et ça pour le foyer. C'est ça la vraie culture, la vraie religion. Ok, donc ça il y a beaucoup qui l'oublient, hein, qui vont envoyer leurs femmes bosser, que eux ils vont pas bosser, ils vont pas s'occuper des gosses en plus, d'accord. Enfin bon voilà. Parce que tous les schémas sont possibles, hein, je suis pas bête. C'est pas parce que je me suis convertie à l'islam que d'un coup je vois pas les défauts des gens de ma communauté religieuse. Non, pas du tout. Ils ont beaucoup de défauts, mais de l'autre côté aussi il y a des défauts. Et si j'ai pris ce parti-là, c'est pas pour les gens, c'est pour Dieu, c'est pour ma foi en Dieu, d'accord. Donc c'est quand même différent entre ce que commande Dieu aux hommes et ce que font les hommes. En réalité, il n'y a pas un fossé, c'est-à-dire il y a pas un ravin, c'est-à-dire il y a un tremblement de terre, quoi. Il y a un séisme, il y a un volcan, il y a tout ce que vous voulez, il y a une faille, quoi, tu vois. Bon, enfin voilà. Donc, tout ça pour dire que les hommes doivent apprendre à connaître leurs femmes, s'ils veulent que leurs femmes soient heureuses, s'ils veulent que il y ait une bonne ambiance dans le foyer, voilà, je veux dire, Dieu, il est pour le bonheur, en fait, du couple. Un mariage, il faut que ça soit choisi, il faut que ça soit apprécié. D'accord? Donc qu'on arrête de me dire que le mariage, que le divorce en islam est haram, il est halal. Voilà, c'est écrit dans le Coran. Le Coran est le premier livre religieux qui a institué le droit au divorce pour l'homme et la femme, d'accord? Pour l'homme et la femme. Il y a écrit un verset dans le Coran où il dit « Si les deux se séparent avec bienveillance, Dieu leur donne à chacun un autre destin, un nouveau destin. » Et il donne les règles, il légifère sur les règles du divorce de manière correcte. Et c'est le premier livre aussi qui ordonne à l'homme à verser une pension à la femme divorcée avec enfant. Jusqu'à ce qu'elle se remarie, je crois, il me semble. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez quand même que c'était moderne, hein? Parce que la pension en France pour la femme divorcée, elle est arrivée quand, du coup? Voilà, juste un petit détail comme ça, hein. Bon, enfin bref. Mais c'est sûr que par contre en islam, c'est l'homme qui donne le divorce par les formules de divorce. Mais à un moment donné, il y a une question de bon sens, quoi. Je veux dire, ce qui prévaut de tout, c'est le bon sens. Enfin. Parce que là, des fois, ce que j'entends aussi dans la religion, c'est des trucs, on se retrouve dans des situations vraiment rocambolesques parce que le truc, il n'est pas écrit comme tel et tout. À un moment donné, le bon sens. Le bon sens. Le bon sens. Voilà, faut pas aller plus loin. Donc, voilà.
C'est tout ce que je voulais dire à propos de ça. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos femmes. Prenez exemple sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours respecté ses femmes, qui a toujours pris en charge les enfants, même dans une extrême pauvreté, qui en a beaucoup sauvé de femmes aussi de l'esclavage en se mariant avec elles. Voilà. Donc, voilà, faut arrêter ces bêtises. Et puis passer, pas à la seconde, mais alors là, vraiment, il va falloir passer à la 7e. Vraiment passer à la 7e, parce que on est au 21e siècle, et on sait toujours pas faire le bien et agir correctement envers les uns et les autres, quoi. Donc ça, c'est plus qu'une catastrophe. C'est plus que merdeux, je sais pas quoi dire, c'est même pas décevant, en fait, c'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Des siècles pour toujours faire la même merde, quoi, la même soupe. On se resserre la même soupe, ça fait 21 siècles, et encore, je suis gentille, hein, 21 siècles. Parce que c'est à partir de Jésus, quoi. Paix sur lui. Donc, franchement, on se dit, ah ouais. Et c'est à moi à qui on veut donner le statut d'handicapé, quoi. Putain. Allez dormir, hein. Faites une sieste et réfléchissez, hein. Franchement. Donc bon courage à tous. Et putain, faites le bien, quoi. Merde. Arrêtez de réfléchir à la honte que vous allez faire Conchita. Je veux dire, putain, mais je bossais dans un travail, d'accord? Personne qui lave le frigo, putain. Le frigo commun, personne le lave. D'accord? Personne le lave. Alors moi, à un moment donné, je dis, mais c'est qui lave? Il y a personne qui lave le frigo? C'est qui lave le frigo? Ah, ben ça doit être les femmes de ménage. Ah ouais, les femmes de ménage, elles doivent laver le frigo. J'ai dit quand même. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y avait des trucs, il n'y avait plus de place, ça moisissait, on met les trucs dans un frigo sale, ça gêne personne. Je lave le frigo. Et les gens se disent, en général quoi? Ah, tu fais Conchita? Ah, c'est toi Conchita? Tu laves la merde pour les autres? Ben oui, en fait, je lave la merde pour les autres parce que s'il y a personne qui le fait, qui va le faire en fait? D'accord? On laisse le caca comme ça grandir. Et c'est ça en fait que les gens ont fait en fait. Pour pas avoir la moquerie des gens en disant elle lave le caca. Eh ben oui, je lave le caca parce qu'il faut le laver le caca. D'accord? Quand vous avez un minot, vous lui lavez le caca. Vous lui lavez les fesses. Ok? Vous voulez faire quoi? Ah non, je vais pas le laver, il a fait caca. C'est toi Conchita, non, c'est moi Conchita. Bah, c'est bon quoi. À un moment donné, c'est ça le point, il faut que ça soit fait. Vous savez ce qui vous apprend à faire dans les maisons chez les bouddhistes, les maîtres zen, les tarikas soufis, tout ce que vous voulez. Les trucs hindouistes aussi, tiens. Tiens, on va aller le casser son ego à lui. Tiens, premier jour t'arrives dans le centre, qu'est-ce qu'ils te font faire? Le ménage. Tiens, va récurer les chiottes, ça va te faire du bien à ton ego là. Tu t'es pris pour qui un peu? Tu laves pas les chiottes toi des autres? Tu laves pas la merde des autres? Vas-y, allez, rabaisse ton ego. Parce qu'en dernière instance, le combat religieux et spirituel, c'est contre qui? Contre son ego, en fait. Rabaisse ta fierté, en fait. T'es qui? T'es rien. Dieu, demain, il te veut te mettre dans la merde, il te mettra dans la merde, même si t'as tout fait tes calculs. Voilà, même si t'as tout fait tes calculs. Ok? C'est comme ça. Donc tu veux apprendre déjà la vie, tu veux apprends l'humilité. Apprends l'humilité. Parce que quand tu discutes avec des personnes vraiment, que tu rentres un peu dans leur monde, tu vois que waouh, t'es loin d'avoir la vérité, t'es loin d'avoir raison sur tout un tas de points. C'est juste que tu connais pas les univers des uns et des autres et donc perpétuellement tu te permets de juger. Mais je sais pas, les Français, vous voyagez, non? Ou vous allez que dans des clubs fermés en fait? Où tous les buffets ils sont là, on se sous la gueule ensemble, on baisse tous ensemble, on lâche les gosses comme ça et puis voilà. C'est ça les voyages culturels? Ah ouais. Ça va, tranquille. C'est bien. Continuez de profiter pour pas nettoyer le caca surtout, hein. Et du coup, il faut voir la planète. Il y a plein de caca partout. Tous les animaux ils disparaissent. Ok?
Ah ben non, on fait caca, on jette le plastique, mais on réfléchit pas à comment on nettoie. Oh, les poissons, ils meurent. Pas grave. Ils meurent, les poissons, pas grave. Ah, il y a l'espèce machin, elle est en train de s'éteindre. Pas grave. Tranquille, moi j'ai ma télé, j'ai ma bière le soir, mon foot, tout ça, j'ai mon boulot, l'argent qui rentre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? M'en fous, moi, des poissons. Ah, par contre, quand tu veux aller le week-end pêcher, putain, il n'y a plus de poissons. Oh, ils sont où les poissons? J'ai pas les poissons. Ah ouais. C'est ça, ça connecte pas en fait les neurones, c'est ça? Les fonds marins. Ben, ils sont pas bien, ils sont malades, nanani, nanana. Bon, les fonds marins, moi je m'en occupe pas, j'habite en plein centre de la France, y a pas de mer chez moi. Ok, donc c'est bien, voilà. Le concept de l'égocentrisme, d'accord, je suis centrée sur mon propre ego, il n'y a que moi qui existe, le reste je m'en fous, ok. Ce à partir de quoi? D'accord, l'égocentrisme s'est développé, ce à partir de quoi? De l'humanisme, du concept de l'humanisme développé par le temps des Lumières, ok, c'est-à-dire, ouais, on n'a pas le droit de subir ça, on doit avoir droit à ça, etc. Et on a commencé à s'éloigner de Dieu, et on a commencé à s'éloigner du groupe et du collectif, en fait. Parce qu'on a individualisé le droit, sauf que maintenant on arrive à un temps où c'était une grosse arnaque, parce qu'on n'a même plus de droits réellement individuels, d'accord, parce que nos droits individuels ne sont clairement pas respectés par le groupe collectif politique. Et en plus de ça, on a perdu toute forme d'humanisme parce qu'on s'en bat les couilles des autres, en fait. On s'en fout, quoi. Il peut leur arriver n'importe quoi, on s'en fout. Là, on s'inquiète de l'Ukraine, pourquoi? Parce qu'ils sont blancs, les mecs. Ils sont blancs, ils sont pas très loin. Ouh. D'un coup, tout le monde flippe, quoi. Voilà. Par contre, quand c'est des Noirs, quand c'est des Arabes, boah, la routine, normal. Pas de problème, c'est bon, ils encaissent. Ça fait des siècles, c'est comme ça, ils encaissent, c'est bon, tranquille. Voilà. C'est ça, en fait, qui est dénoncé, en fait, je veux dire, à un moment donné. C'est juste ça, quoi. Encore un putain de problème de peau, quoi, je sais pas. Donc c'est ça, donc voilà. Bon, après, il y a d'autres, voilà, on se dit, ben non, les Africains, ils veulent pas s'en sortir, c'est pour ça qu'ils en sont là, etc. On a essayé, mais bon, oui. Mais bon, alors, il faut quand même se questionner sur l'ingérence, il faut aussi se questionner sur la connerie des gens, ça c'est sûr, hein. C'est difficile de pouvoir miser sur quelque chose quand on a du mal à évaluer la connerie des gens, voilà. Même nous, soi-disant peuple éduqué et tout, putain, je nous trouve quand même assez cons. Hein. Voilà, donc, je suis fatiguée. Donc je sais pas, là c'était mon grand coup de gueule, une vidéo d'une demi-heure, putain les mecs ça va, buvez un café. Hein. Voilà, donc ça c'est quand je parle cru, que je m'énerve, que je suis un peu grossière, ok, ça c'est tout moi, ok. Et oui, y a des colères saines, comme je dis, quand elles crient l'injustice et quand on défend quelque chose, voilà. Pas quand on encaisse et qu'il faut dire doucement, ça va pas, je vais pas bien. Vous savez quand les choses elles ont commencé à bouger? Quand les gens sont moins sourds en fait. Et parfois c'est pas des haut-parleurs qu'il faut, c'est des baffes. C'est des baffes. Alors des baffes de sono, hein. J'entends, hein, les baffes de sono, d'accord? Voilà. Parce que malheureusement, des fois, on joint les neurones entre elles après un certain niveau de vibration à l'intérieur du cerveau. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un comme scientifique, hein. Mais alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand il y a un certain niveau sonore, assez haut et vibratoire, d'un coup, ça fait un truc dans mon cerveau, j'entends ce qui se dit et je connecte les neurones. D'accord? Voilà. Je l'ai constaté en salle de classe. Quand on est gamin, qu'on fait le foutoir, la maîtresse ou le professeur dit doucement, ça suffit. Et puis après, ça suffit. Ça suffit. Bon, j'ai dit stop! Vous voyez la différence là? Les neurones, elles se sont connectées? Voilà. Ça m'est arrivé de garder des salles de classe de 30 minots de 3 ans. Et ben même là, à des moments, j'ai été obligée de gueuler. Hein. 3 ans, pas 3 ans, je gueule. Ok? Parce que pourquoi? À un moment donné, il faut les calmer, il faut les rassembler. Et qu'est-ce qui rassemble?
Je sais pas, dans une école, qu'est-ce qu'on fait pour que les élèves se rassemblent, par exemple, ou signaler un changement? La sonnerie. La sonnerie d'école. Ok? La sonnerie d'école. Ok? Voilà. Donc, on s'arrête quand on entend un bruit. Quand une ville se fait bombarder, par exemple, je pense que le bruit des avions, le bruit des bombes, ça calme. Ça calme pas mal. Et là, on se dit, putain, ça fait quand même réfléchir. Hein, d'accord? Ça va provoquer une émotion. Ok? Ça fait peut-être souvent aussi prendre conscience de beaucoup de choses. D'accord? Sur la valeur des choses. Ok? C'est pour ça que nos grands-parents étaient meilleurs que nous. Et même ceux d'avant étaient meilleurs que nous. Parce qu'ils connaissaient le prix de la vie. Ils connaissaient le prix de la vie. Ils connaissaient le prix de la vérité. Ils connaissaient le prix de l'humanité. Ils connaissaient le prix de la solidarité. Et pourquoi les gens étaient plus croyants avant? Pas parce qu'ils étaient plus bêtes et plus ignorants. Parce qu'il manquait plus. Parce qu'il manquait plus de confort. Parce qu'il manquait plus de nourriture. Et que quand on manque, on vit l'expérience de manque, on se rend compte à ce moment-là et on expérimente à ce moment-là le bienfait de Dieu, la miséricorde de Dieu. Parce que d'un coup, on se trouve dans une situation miraculeuse où Dieu va nous donner quelque chose. Et que c'est dans ce don où on se sent d'un coup pas seul. On se dit, mais il y a quelque chose qui est là, qui voit et qui m'observe en fait. Et qui connaît ma situation, et qui me sauve. Voilà. Voilà comment on expérimente Dieu aussi, pas que par là, mais aussi par le manque de quelque chose. Si Dieu, il vous laisse pas dans le manque, et que vous ne croyez pas en lui, inquiétez-vous. Inquiétez-vous pour votre avenir après la mort. Une fois dans la tombe, inquiétez-vous. Si vous êtes riche, que vous n'avez manqué de rien, que vous réfléchissez à rien, que vous êtes égoïste, inquiétez-vous de ce que vous allez vivre dans la tombe. Parce que là, vous ne pourrez plus rien faire. Coincé entre 4 planches. Vous ne pourrez plus bouger. Et seules des prières vont venir pouvoir vous sauver. Mais ça sera trop tard. Le temps des prières sera fini. Le temps des bonnes actions seront finis. Voilà. C'est juste ça ce que j'avais à dire aux gens. Donc c'est pas compliqué. Peu importe votre situation. D'accord? Vous êtes un psychopathe, un homosexuel, un transgenre, un homme riche, un homme pauvre. Ce que vous voulez. Croyez en Dieu. Première chose. Soyez croyants. Première chose. Premier point. Soyez croyants. Soyez droit. Soyez honnête. Soyez véridique. Et faites le bien. N'oubliez pas les pauvres. Et alors, si vous voulez faire un truc en plus, allez, priez Dieu, quoi. Invoquez-le. Soyons fous. Soyons fous. Osez. Osez prier Dieu. Osez. Osons. Comme diraient les chrétiens. Hein? C'est pas la religion qui est mauvaise. C'est ce qu'en font les hommes qui est mauvais. Si je montre à un jardinier, que j'explique à un jardinier, un nouveau jardinier, dire voilà comment on jardine pour faire pousser des plantes, des fruits, des légumes. Le mec, il suit pas ce que je lui explique. Il le fait pas ce que je lui explique. Il le met pas en pratique. J'explique, il le met pas en pratique. Est-ce que il va y avoir les fruits qui vont sortir? Est-ce qu'il va y avoir les légumes? Non. Ou peut-être ils vont sortir, mais ce sera pas aussi savoureux. Ce sera pas aussi bon. Ils seront pas aussi gros. Et qu'est-ce qui va être différent en dernière instance? C'est la qualité de son énergie. C'est la qualité de ses intentions envers son jardin. Tiens, on va sortir la métaphore du jardin. Allez, la parabole du jardinier. Allez, la parabole du jardinier. Soyons fous. Voilà.
tu cultives la terre, ben, mais ça les jardiniers le savent, selon l'énergie et l'intention avec laquelle tu vas dorloter ta terre, tes plantes, tes fleurs, ce que tu veux, ils vont pas ressortir de la même manière. Eh ben voilà, la religion c'est pareil, on te donne un guide pratique pour t'épanouir sur terre, un mode d'emploi, d'accord? Eh ben où tu le suis de la manière la plus sincère et la plus scrupuleuse que tu peux, selon tes capacités, d'accord? C'est écrit dans le Coran. Ou tu fais un truc rien à voir, et en plus t'es même pas sincère dans ce que tu fais semblant d'y croire ou semblant de comprendre, on n'en sait rien, forcément le résultat ne va pas être le même. Voilà, c'est juste sur ce principe que je voulais revenir un tout petit peu. Donc qu'on arrête de me sortir les religions, c'est bon. Les religions, les principes, ils sont bons. C'est les hommes qui sont mauvais. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc bonne journée. Oui, j'ai gueulé. Oui, je me suis énervée. Et j'espère que la tonalité, la vibration de ma voix, là, ça a bien fait connecter les neurones chez tout le monde. Voilà.